Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui aime les fondamentaux. Aujourd'hui pour le 10e épisode de La Gonfle, on va encore parler rugby, on va encore débriefer et on va encore débriefer une victoire avec mon compère habituel du rugby. Salut Pierre. Salut Simon, et oui on se retrouve cette semaine pour parler toujours du tournoi Destination. Encore une fois la France l'a emporté ce week-end et je crois que sans trop me tromper que la France est toujours invaincue depuis qu'on a créé le podcast. Faudrait voir si on n'est Ouais, pas non c'est ça, justement le porte-bonheur de cette équipe, on le espère. Moi trèfle. je touche du bois. Je touche du bois, oui, tu fais bien de parler du trèfle parce que ce week-end on a détricoté, on a tiré toutes les feuilles du trèfle irlandais. On s'est imposé contre l'équipe d'Irlande au tournoi Destination et du coup, on reste la dernière équipe encore à pouvoir remporter le tournoi Destination en faisant le Grand Chelem. Donc, on est plutôt content, même si, comme on va le voir par la suite, on a des choses à dire, du bon et du moins bon, du positif et comme du négatif sur ce match. Effectivement, mais c'est une belle victoire de la France, sur l'Irlande. C'était encore un gros test pour les Bleus et ce test, il a été réussi presque haut la main, presque parfaitement. On verra que ça n'a pas été parfait, mais les Français ont élevé leur niveau de jeu par rapport à l'Italie. Il y avait des petites inquiétudes éventuelles, mais nos Français ont répondu présent et ont sorti un très, très gros match que l'on voulait débriefer avec vous. Et Pierre, on va commencer avec le vrai, le vrai point satisfaisant de cette équipe, c'est elle est allée au combat dans le rythme ou dans l'impact, notamment avec les avants, et le duel entre avant irlandais et avant français a tourné à la sauce bleue. Et oui, comme, on le dit assez souvent, dernièrement, c'est vrai que même si c'est souvent les arrières qui brillent, sur le tableau des scores, et ben, on remarque en regardant le match plus en détail que c'est souvent, devant qu'on est fort et qu'on met le plus de combats et qu'on arrive à dominer l'adversaire. Ça s'est vu, notamment dans les 2 premières minutes du match où on a mis une intensité assez énorme ce week-end. C'est notamment grâce à ça, je pense qu'on arrive à passer la ligne, même si bon, les Irlandais vont faire polémique à propos de ça, je vous apprends aujourd'hui qu'il y a eu un nouvel angle de caméra qui a été montré sur l'essai de Antoine Dupont, qui montre que la passe d'Entamac était limite en avant. Les plus chauvins diront que c'est l'inertie. Les plus verts d'entre nous diront que c'était un en avant. Bon, ça reste un fait de jeu. On en parlera sûrement dans un autre sujet sur justement l'impact de la réalisation sur les décisions arbitrales. Mais c'est vrai que cet angle de vue-là n'avait pas été montré. Mais revenons au rugby plutôt. Et qu'est-ce qui se passe justement, ce qui amène à cet essai-là, qui pour moi est vraiment le plus, le plus symbolique de notre jeu et de notre façon de jouer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une très belle percussion des avants et un beau travail de récupération du ballon, puisque c'est nous qui avons tapé le coup d'envoi. Et on a ensuite une belle récupération grâce à un travail d'avant. Et puis on a une fixation, il me semble, avec Winnie Antonio qui amène justement Dupont à avoir de la liberté au pré pour pouvoir passer et faire C'est ça. sa combinaison avec Ntamak. Et donc c'est vraiment pour moi c'est l'action du match entre guillemets puisque c'était important justement de bien démarrer et de mettre du punch. Et je pense qu'on a, même si après les Irlandais ont réussi à revenir au score en marquant un essai assez rapidement, je pense que ça les a un peu assommés et qu'ils pensaient pas qu'on allait fonctionner aussi bien, aussi vite. Et bah, c'est vrai que c'est pas souvent quelque chose qu'on voit au rugby. On a souvent un premier quart d'heure qui sert un peu de round d'observation entre les deux équipes, notamment entre les deux packs d'avant, puisque c'est généralement à ce moment-là qu'il y a la première mêlée du match. On se chauffe un peu, on commence à se toiser avec l'adversaire. Non, là, on a vraiment démarré très très fort et on les a pris dans cette première phase de jeu où, bon, même si on marque certes grâce à une passe limitant, on a été très très fort au sens où on les a calmés de suite, alors que généralement c'est peut-être là qu'on essaye de marquer le plus quand on vient faire un match à l'extérieur. Oui, puis ça a eu des conséquences, je trouve à terme.
C'est-à-dire que quand on voit cet essai et d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais réalisation ou pas, sur le moment, j'avais trouvé qu'il y avait en avant, hein. Je pensais qu'il allait avoir vidéo. Finalement, ça n'a pas eu lieu, donc tant mieux. Mais cet essai, il est symbolique. C'est qu'on laisse, ouais, voilà, aucun round d'observation et surtout, on a voulu imprimer un rythme, soutenu, de la première à la 80e. Sincèrement, je pense que et ça, on le développera un peu plus tard, s'il y a pas cet essai, un peu dommageable, juste derrière, ça peut vraiment finir en fessée, hein, ce match, parce pendant toute la première mi-temps, hormis, voilà, une réception, on est quand même plutôt maître du sujet. On a développé complètement notre jeu à contrario de l'Italie où la pluie nous a un peu embêtés. Là, les les Irlandais, ils subissaient, ils se sont vite, braqués sur leur arme un peu, facile, qui est le jeu au pied avec leurs chandelles, une fois qu'un avant a un peu progressé, mais ça n'a pas suffi. Même si Jaminet n'a pas été tout de suite dans le bain des réceptions, parce que les Irlandais sont aussi très forts, ils ont le bon timing, ils viennent t'embêter, c'est compliqué. Mais on n'a pas lâché, on n'a pas trop perdu le pied, bah, c'est le cas de le dire, par rapport à ça. Mais non, non, on a fait un match, dantesque en première mi-temps. À la demi-heure, on voyait les Irlandais qui étaient ils étaient fatigués, ils étaient crevés. On leur a fait vivre un peu un enfer, au niveau, je pense, de la V de la VMAX, donc ça, c'est quand même un super point positif et l'un des gros points positifs qui a permis notamment de mettre ce rythme, Pierre, c'est cette troisième ligne où, François Cros faisait notamment son retour, et il était associé à Aldrit et Gelon. Ça a été un carnage, ils ont avancé sur toute leur possession de balle. Oui, oui, je nous ai trouvés très, très forts devant et comme tu le dis, je trouve que, on a été très, très fort au sens où le score est parti très, très vite en notre sens, j'ai eu l'impression. Alors je sais pas si c'est forcément, si c'est pas forcément le fait que j'avais bu, quelques pintes, de Guinness avant le match qui fait que ça m'a paru très rapide, mais j'ai eu l'impression qu'on a pris le score d'une manière vachement efficace et qu'on a fait feu de tout bois, ce qui parfois pouvait nous faire défaut. C'est-à-dire qu'on avait souvent des dominations stériles ou alors où on dominait pendant des minutes entières, où on marquait pas forcément un essai, mais on marquait des pénalités, bref. J'ai trouvé que, de ce point de vue-là, on avait été très réaliste et qu'on rentre on rentre à la pause avec un 19-7. Alors ça aurait pu être, enfin, je trouve que le score reflète assez bien malgré tout la physionomie de la première mi-temps, mais ça m'aurait pas choqué, par exemple, qu'on rentre avec un 19-0 parce que bon, si on dit: «OK, que l'essai irlandais est dû à une faute, de notre part», ce qui est vrai, hein, c'est Melvin Jaminet et Damien Penaud qui se comprennent pas et qui savent pas qui doit aller chercher le ballon. Bon, ça donne un essai gratuit comme ça à la 8e minute, c'est dommage, mais on les a vraiment mangés en première période et j'ai trouvé que c'était très, très fort et ça aurait pu être pire puisque, à mon sens, on n'est pas loin de tuer le match déjà à ce niveau-là et là où on a été très, très fort aussi à mon sens, c'est qu'on les a dominés, sur l'organisation du jeu. On a souvent, je sais pas si c'est dû au fait que l'Irlande jouait sans Johnny Sexton et qui jouait avec, du coup, Carbery, son remplaçant. Je sais pas si c'est ça qui a vraiment pesé dans la balance, mais j'ai trouvé que plusieurs fois, il y avait eu des jeux au pied irlandais qui étaient pas forcément judicieux. Il y a des chandelles qui, bon, au-delà du fait que moi, personnellement, je sois pas un grand fan du recours à la chandelle, il faut reconnaître que parfois ça marche. Mais c'est vrai que ce week-end, j'ai trouvé que l'Irlande avait beaucoup utilisé la chandelle et que, bah, parfois c'était juste mal tiré et bah, du coup c'est une munition qui part bêtement comme ça et l'Irlande, malgré tout, fait une bonne, rentrée de seconde période et arrive de suite à nous remettre un peu dans la sauce alors qu'on pensait que le match était presque bouclé. Bon, on sait toujours que c'est 80 minutes un match de rugby, hein. Faut pas se voir vainqueur, à la mi-temps, c'est sûr, surtout contre l'Irlande. Mais, on a eu ce moment de faiblesse en seconde mi-temps qui m'a rappelé un peu ce qu'on avait pu voir contre les All Blacks et et où cette fois-ci on n'a pas forcément été sauvé
parce qu'on avait pu voir contre les All Blacks où, Ntamak fait sa remontée fantastique, qui douche un peu les espoirs, néo-zélandais. Non, cette fois-là, on a un peu subi. Alors on a réussi à retourner la situation mais ça aurait très vite pu mal tourner cette situation. Je sais pas ce que tu en penses toi? Ah beh, c'est clair que, il y a encore 2 gros points négatifs en équipe de France. C'est déjà, c'était ses casquettes. Aujourd'hui, ils nous coûtent, pas grand-chose, mais tu laisses l'Irlande dans le match, bêtement. C'est voilà, c'est des erreurs. Bon, bah, ça peut arriver à chacun, voilà, ça a beau être des joueurs professionnels, surentraînés, de très haut niveau, on n'est jamais à l'abri d'une erreur dans sa carrière. Mais il va falloir la corriger parce que on en parlera un peu plus tard, on va le développer plus tard, mais là, on va aller à l'extérieur. Ce genre d'erreurs, elles peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves, dans un match qui n'est pas chez toi. Et enfin, oui, il y a toujours cette baisse de régime et alors j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est assumé? Ce serait très intéressant d'avoir l'avis de Fabien Galtier là-dessus. Parce que, voilà, on prend un 14-0. Alors heureusement, on avait mis une pénalité au début. Ça déjà ça couvre un peu, «la mauvaise dynamique» entre guillemets mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, encore une fois, même s'il y a pas eu ce déclic, qui a changé le momentum et que les Irlandais sont quand même restés beaucoup plus actifs en deuxième période, mais en même temps, quand tu es mené au score, tu pas trop le choix non plus, hein, c'est évident. D'ailleurs, on le voit, hein, quand ils reviennent à un point, les Français reprennent un peu l'ascendant, rejouent un peu, reprennent la main et d'ailleurs on score donc ça nous permet de nous aérer un peu l'esprit. Mais il va falloir corriger un jour ça. L'objectif, c'est qu'on prenne pas, le bouillon, à chaque match. Il y a un jour où ça va se payer cash et plus on s'approche de nouveaux matchs, plus cette journée-là va arriver et ce serait dommage de gâcher peut-être le résultat final du tournoi pour cela. Donc je sais pas comment ils peuvent travailler ça. Mon avis, je pense, que tu seras d'accord Pierre, c'est les remplacements. Ils auraient dû sûrement arriver plus vite. On est coutumier du fait, donc il faut peut-être adapter notre turnover d'effectifs plus vite. Notamment, et je vais te laisser la parole là-dessus, c'est que je pense qu'il y a des mecs qui sont rentrés, qui ont fait énormément de bien. Cretin était beaucoup plus à l'aise en finisseur et il y en a un qui a encore brillé à ce poste-là, qui a apporté de la caisse, qui manquait peut-être encore une fois. C'est toujours la même chose, hein. Après ça marche. Peut-être qu'il manquait un peu de coffre en deuxième ligne et Romain Taofifenua, Pierre, il a apporté, une puissance, de l'intelligence en défense, de la percussion qui a fait beaucoup de bien en deuxième période. Bah oui, pour moi aujourd'hui, pour moi l'exemple, de ce match, c'est parfaitement l'explication pourquoi aujourd'hui on voit de plus en plus ce terme de finisseur fleurir sur les compos, sur les réseaux sociaux des équipes de rugby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe, qui a changé presque complètement de visage à partir du moment où les finisseurs, justement, ce qu'on appelle les remplaçants, qu'on considère parfois comme des scieurs de banc à mauvais titre, qui Bah, pour sont Thomas Ramos, rentrés c'est et malheureusement le cas, hein. qui ont fait énormément de bien. Bah, tu as parlé de Romain Taofifénois, puis après on a des mecs, enfin, quand tu peux faire rentrer des types comme, Movaka, Thibaut Qui sont des Flamand, ouais, des titulaires bis, c'est ce que tu veux dire, ouais. Demba Bamba qui même s'il est critiquable, est quand même un remplaçant de luxe, qui aurait sa place en temps normal dans l'équipe de France. On a la chance d'avoir ces mecs-là sur le banc et c'est vrai que quand on voit que, on voit que l'équipe a complètement changé et a réussi à reprendre la main sur le match à partir du moment où, justement le banc a fait son entrée et ça se vérifie, hein, l'essai de Cyril Baille qui est le 1 gros moment, où on remarque en seconde période puisque je considère pas forcément la pénalité au début comme, représentative, de la physionomie. On commence à revenir justement avec la fraîcheur des avants et ça nous montre que justement notre point fort et c'est peut-être là qu'on a fait des erreurs d'appréciation auparavant, c'est que de considérer que malgré tout, même si on a des mecs comme, Damien Penaud, Gabin Villière, Jonathan Danty, des mecs comme ça dont on parle assez souvent parce que justement c'est eux qui illuminent le plus le match, hein, notamment, quand ils marquent des essais ou quoi. Notre force, peut-être pour moi, on est encore plus impressionnant au niveau de notre 8 de devant et surtout, du coup, au final,
avec les 6 ou 7 autres mecs qui sont sur le banc pour rentrer devant. C'est peut-être là qu'on fait notre force et on l'a vu, contre l'Irlande. Justement, au moment où on a réussi à faire rentrer ces gros-là remplaçants et ben on a repris le match en main. Alors après, on a quand même continué à laisser des points et ça aurait pu mal tourner, malheureusement. Mais ça n'a pas eu lieu. On a vu justement le rôle primordial qu'ont ces avants, même s'ils brillent, c'est souvent des travailleurs de l'ombre. Ah non, mais les avant-remplaçants ont fait un travail énorme et ça a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je dirais que tous les remplaçants, hein, on peut inclure aussi Maxime Lucu qui a bien géré la fin de match et c'était d'ailleurs sa première, on va dire, véritable entrée, avec beaucoup d'enjeux et il s'est pas raté donc ça c'est aussi bon à noter. On peut aussi parler, d'autres satisfactions, il y en a tellement, hein, Cyril Bay a été énorme, Antonio a été très bon aussi, il a mis Porter dans la sauce en mêlée. D'ailleurs on s'est rassuré en touche également, hein, les fondamentaux, ont été très, très bons. Donc ouais que ce soit, titulaire, remplaçant et j'ai même envie de dire dans le groupe des 42 en général, on a vraiment retrouvé un vivier très intéressant, qui leur permet pas en plus de se reposer sur leurs lauriers. C'est-à-dire que ce soit en rassemblement, même en club ou, en performance, pendant les sélections, les mecs sont obligés de se donner à fond parce qu'il y a du niveau, quoi. Il y a des mecs qui sont pas là, qui ont un gros, gros niveau également et ça fait plaisir, quoi, parce qu'on part de loin et là, cette nouvelle vague, elle fait des ravages. Après, Pierre, j'avais envie qu'on parle aussi d'autre chose, qui a pas trop été souligné dans les médias ou même, les avis ont peut-être été différents. J'ai lu beaucoup de négatifs, notamment de Romain Tamac. J'ai lu aussi que Dupont n'avait pas été exceptionnel, ce qui pour moi n'est pas faux, n'est pas vrai parce qu'il a été énorme au plaquage, il a encore marqué un essai, il a sorti des ballons difficiles. Mais, ce que je voulais dire Pierre, je sais pas ce que tu en penses, le match de la charnière, il a quand même été capital. Même si le jeu n'est pas forcément toujours passé par derrière, on a quand même beaucoup, beaucoup, insisté devant. Mais voilà, j'ai trouvé Romain Tamac beaucoup plus sûr dans son jeu au pied, avec moins de déchets, plus intelligent, plus posé. Il a encore fait des passes sur un pas qui ont amené le danger. Il est aussi, il fait une même si elle est en avant, il fait une superbe passe et Antoine Dupont qui a quand même pris des contre-rucks, qui était des fois sous pression. Il a quand même réussi à sortir rapidement les ballons, on a quand même alimenté le jeu. Il est encore disponible à plusieurs franchissements, dont un, où il va derrière la ligne de l'en-but, pour marquer cet essai. Et en face, je pense que l'absence de Johnny Sexton s'est faite ressentir. On a eu un Carbery qui avait été brillant face à la Nouvelle-Zélande, je crois, qui a pas été, brillant du tout, qui a plus subi le jeu qu'autre chose. Et en face, Gibson Park a quand même été bon. Il a relancé aussi son équipe avec un essai de Filou, qu'il faut aussi noter, qui était très bien joué. Il profite, de l'inattention ou des appuis, pas assez, préparés de Paul Willemse pour s'infiltrer, sous les poteaux. Mais malgré tout, le duel de la charnière qui est quand même toujours capital dans un match de rugby, hein, on n'invente rien. Là, je pense qu'il a facilité aussi la prise d'ascendant, des Français. Bah oui, clairement, on a eu un gros match malgré tout, de ce point de vue-là, même si, évidemment un des plus gros, acteurs était absent, parce qu'on attendait tous, Sexton plutôt que Carbery et c'est vrai que je pense que l'Irlande en a pâti malheureusement, tant, Sexton est un élément essentiel du jeu irlandais. Après Gibson Park fait un super match et je pense que, c'est une très belle performance. Par rapport à la physionomie du match, parce qu'il a marqué dans un moment qui était super important pour son équipe et c'est pas lui qui marque le premier essai, c'est pas lui qui marque, le premier essai en seconde mi-temps, mais il est à 2 doigts de faire balancer le match à mon sens, cet essai-là. Puisque c'est vrai qu'on a parlé du fait, que c'était «bête» entre guillemets d'avoir laissé autant, et de faire ces erreurs-là pour laisser l'Irlande marquer. Ça, je pense que c'est pas vraiment un réel problème au sens où, on aurait pu perdre le match puisque pour moi le match on l'aurait pas perdu.
Le plus gros problème pour moi, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de laisser marquer des équipes comme ça. Parce que, bah, comme on l'a vu ce week-end, on passe à un essai de perdre, aussi pas forcément perdre le match, puisqu'on aurait toujours pu le gagner. Mais si on avait pris un essai de plus, c'est surtout l'Irlande qui aurait fait une défaite à 2 points. Et Oui, c'est vrai, c'est vrai. cette règle-là, à laquelle on pense pas forcément, puisqu'en France, c'est pas pareil, les bonus fonctionnent pas exactement de la même façon, en France que sur le rugby international. Pour ceux qui savent pas, en fait, dans le top 14 et en Pro D2, le bonus, offensif n'est possible qu'en cas de victoire. C'est-à-dire qu'une équipe, doit gagner le match pour avoir le bonus défensif, enfin pas vraiment en fait. Il C'est faut que 3 l'équipe essais ait 3 d'écart. essais de plus. 3 essais de plus, donc dans les faits, c'est généralement l'équipe qui gagne qui l'a. Ça arrivera encore plus rarement que ce soit l'équipe qui perde, qui l'ait. Mais, sur les règles internationales du rugby, c'est toujours comme on le faisait avant. Donc c'est-à-dire qu'il faut scorer que 4 essais pour avoir sécurisé son bonus offensif. Et là, bah, du coup, sur ce match-là, on est passé à un essai près de laisser une défaite à 2 points à l'Irlande, ce qui, beh, sur la fin du tournoi, peut, nous coûter la victoire finale. Donc bon, c'est malheureux, déjà sur ce match-là d'avoir fait ces erreurs-là parce que bon, elles nous empêchent d'avoir une belle victoire encore plus impressionnante. Mais, aussi sur le bilan comptable, laisser des points de bonus comme ça, laisser un point de bonus défensif alors que bon, on peut toujours faire mieux, laisser un bonus offensif hypothétique aussi sur des erreurs bêtes, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à gommer comme erreur en tant qu'équipe, pour progresser. Et c'est là peut-être que, je pense on doit encore travailler puisque, ben, on le savait précédemment à cause, des derniers résultats des Bleus que le focus de l'entraînement, psychologique et sur le terrain, c'était d'apprendre à gérer ces fins de match avec pression. Et on a vu que globalement, le travail commençait à porter ses fruits puisqu'on a bien géré les 2 dernières minutes, du match contre l'Irlande. Mais, et beh, du coup, on commence à voir émerger ce nouveau problème-là qui est celui d'essayer d'éviter bêtement de perdre des points, sur le long terme, sur le classement. Et bah, après, hein, une équipe a toujours une marge de progression. Ça serait trop facile, de dire qu'on est arrivé et qu'il y a plus rien à travailler. Mais je pense que du coup, il y a vraiment un travail de gestion du score et d'essayer de calmer le jeu un peu quand, on a des moments de faiblesse comme ça, surtout quand on est chez nous. Parce que c'est vrai que ce genre d'erreur, même si là, pour le coup, ça coûte, qu'un seul point pour l'Irlande, ça peut nous faire perdre le tournoi hypothétiquement dans la possibilité où, par exemple, on n'irait pas gagner, heu, au Pays de Galles ou en Écosse et où l'Irlande, finissait par gagner tous ces matchs, du tournoi. Ça peut se jouer à, ben ouais, à un bonus défensif, comme ça, bêtement perdu, alors qu'on aurait pu, les en priver si, ben, on n'avait pas raté des pénalités, si on n'avait pas pris des essais bêtes. Bah, Alors bon, ça rappelle un peu, l'erreur d'Antoine Dupont contre l'Angleterre, quand on gagne à domicile, mais qu'il dégage le ballon trop tôt et qu'on rend le ballon aux Anglais qui scorent derrière et qui glanent un bonus défensif qui, au final, leur permet de remporter le tournoi. Donc ces ouais, c'est choses-là vrai. sont à travailler. Il y a enco bah, voilà, la baisse physique, il faut travailler à l'entraînement, c'était déjà le cas. Autre chose, par contre, qui était déjà travaillé à l'entraînement, et encore plus, je pense, après le match de l'Italie où ça avait été un gros point faible, c'était sur, les pénalités subies. Face à l'Italie, on avait subi 14 pénalités, ce qui est quand même vraiment trop. Heureusement que l'adversaire en face, n'était pas d'un niveau similaire à celui de la France parce que, bah, ça aurait pu se payer cash. Mais là, ça a été une bonne, satisfaction. Alors Pierre, je sais pas si tu étais au courant, mais il paraît que pendant la semaine, Jérôme Garcès est venu, travailler avec les Bleus pour un peu, travailler aussi les éventuelles, problématiques sur la ligne de hors-jeu, au départ en défense, sur comment gratter, peut-être avoir des réflexes aussi, cognitifs quand l'arbitre dit quelque chose, avoir un réflexe d'arrêter de toucher la balle, de contester, et ça a été efficace parce qu'on a réduit, de par 2 notre nombre de pénalités alors qu'en face, le Pays de Galles, qui avait subi 5 pénalités contre, l'Irlande pardon, qui avait subi 5 pénalités, face au Pays de Galles, en a subi le double. Donc, est-ce que la bonne, nouvelle et peut-être le tournant réel du match à cause de nos erreurs
et qui nous permet de l'emporter. Est-ce que ça vient pas aussi de cette progression, dans l'indiscipline? Ah bah, aujourd'hui, on peut voir que c'est le prochain gros poste, qui va être incarné dans les staffs de rugby, hein. On l'a vu, bah, dernièrement, je crois qu'il me semble qu'il était en tribune avec tout le staff, Garcès, Jérôme Garcès. Ancien arbitre international au passage, hein, pour ceux qui se Ouais, demandaient. il me semble qu'il était aux côtés du staff, dans la tribune officielle. Après on le voit aussi avec la rumeur qui est un peu moins marrante, l'arrivée de Romain Poite, au staff du Stade Français. Bon, ça fait polémique parfois, mais c'est un poste qui est super important aujourd'hui, le conseil de la par rapport au d'avoir le conseil d'un arbitre pour pouvoir préparer un match et pour pouvoir ensuite, mieux communiquer avec ces derniers. C'est évidemment un gros avantage et c'est vrai que sur ce match-là, on remarque, bon, d'un point de vue statistique, qu'on est moins pénalisé déjà que contre l'Italie, qu'on est surtout moins pénalisé que l'Irlande et bah, sur un match qui se joue à 6 points comme ça, enfin, ouais, 6 points. Sur un match qui se joue à 6 points, bah, on remarque que, si on avait pris 2 ou 3 pénalités de plus, ça aurait pu changer complètement le résultat. Et bah, oui, donc clairement l'impact que peut avoir un arbitre sur le staff et sur la façon d'aborder les rencontres, c'est essentiel et je pense qu'on va le voir de plus en plus. Hem Ensuite, je nous ai trouvé quand même beaucoup plus disciplinés. Bon après c'est aussi par rapport à la physionomie du match. Contre l'Italie, tu as noté qu'il y avait eu 14 pénalités contre la France qui avaient été sifflées, mais il me semble qu'il y en avait eu à peu près autant contre l'Italie aussi. Il y a des matchs qui sont plus sifflés que d'autres. Et clairement, il me semble enfin clairement, je pense que le match contre l'Irlande était «plus propre» entre guillemets que ce qu'on avait pu voir contre l'Italie, où c'était plus un rugby brouillon, où, bah, forcément quand il y a Avec la des pluie également, hein. ouais, voilà, ça aide pas parce qu'aujourd'hui il y a des en avant qui peuvent déboucher sur des pénalités. Bon, pour moi, c'est difficile de prendre en compte uniquement le chiffre. Il faut plus voir le match dans son ensemble, mais c'est vrai que c'est toujours un bon indicateur malgré tout, hein. Mais c'est vrai que, bah, c'est peut-être là qu'on a gagné le match aussi par rapport à notre discipline. Après, je pense pas qu'il faille, compter uniquement là-dessus, parce que c'est vrai que, bah, là, on a quand même eu la chance de jouer à la maison pour la deuxième fois d'affilée. On va se retrouver les 2 prochains matchs à jouer à l'extérieur et bah, il y a des situations qui, à mon sens, souvent dans le rugby, sont influencées par le public. Et bah, je pense à des plaquages, qui parfois sont limite et que si le public fait: «Oh!» et ben l'arbitre, il va être plus enclin à siffler pénalité ou à sortir un carton. Bon, il va falloir, faire attention aux pénalités certes, mais ne pas se limiter à ça et surtout, enfin, serrer un peu les rangs en défense et commencer à communiquer. Pour moi, ce qui m'inquiète le plus à propos du match qu'on a vu, contre l'Irlande, c'est que, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un gros problème de communication sur nos lignes arrières, notamment entre Damien Penaud et Melvin Jaminet. Moi, ça m'inquiète quand je vois 2 mecs qui commencent à avoir quand même quelques sélections ensemble, savent pas qui doit aller récupérer un ballon, se parlent pas sur le terrain, sous une réception de coup d'envoi. Ça me paraît être «la base» entre guillemets du rôle d'arrière. Alors après moi j'étais pas quand je jouais au rugby, je jouais pas d'arrière, hein, donc j'en sais rien. Mais Bah, bon, ça me il y a une règle, pour avoir joué un peu, bah, j'ai un peu joué quasiment tout, derrière, même ailier pour dire. Pour ceux qui me connaissent pas, je cours comme un fer à repasser donc être ailier quand même, si j'avais des qualités, j'avais pas celle de courir très vite, enfin pas comme un ailier en tout cas, pas avec ces appuis-là. Mais il y a toujours, une consigne, c'est que quand tu es face au jeu, tu es censé réceptionner la balle. Parce qu'au pire des cas, si tu te sens pas de la réceptionner, tu peux te tourner, tu peux faire en sorte d'éviter l'en avant et c'est surtout que tu vois le défenseur arriver, c'est primordial. Donc l'erreur techniquement, si on doit donner un coupable, alors on n'est pas là pour ça, mais Jaminet aurait dû être plus sûr de lui et aller chercher le ballon. Alors peut-être que Penaud a annoncé quelque chose au début et c'est peut-être ça qui crée la mésentente.
Bon, c'est arrivé, ça a pas été trop pénalisant à la fin, hein, on perd pas là-dessus. Donc c'est voilà, l'incident est clos. Mais justement, Pierre, ça fait une transition parfaite sur la dernière partie de l'émission. Là, ça y est, on va entamer, nos 2 voyages. On va jouer 2 fois à l'extérieur, d'abord en Écosse, puis au Pays de Galles. Et en Écosse, ce genre d'erreur, effectivement, comme tu le dis, avec la pression du public, parce que t'es pas chez toi, donc même ton sang-froid, il est plus difficile à garder parce que, tu pas dans ton environnement, ça peut voilà, il peut y avoir un brouhaha, hein, surtout à Murrayfield. Les Écossais, en plus qui ont perdu contre le Pays de Galles, malgré une bonne performance, hein, on en peut-être que tu voudras donner un mot là-dessus aussi, mais j'ai trouvé que les Gallois, bah, encore une fois, maquillent leur niveau de jeu et s'en sortent, avec une victoire qui est vraiment cher payée. Mais voilà, là, il y a un gros match encore qui arrive et ce genre d'erreurs peuvent avoir des conséquences plus graves quand on joue à l'extérieur, donc il va falloir vraiment les gommer parce que, surtout que l'Écosse, voilà, c'est le parfait exemple. On prend un rouge la dernière fois avec Aouas et le match, on le perd alors qu'on était clairement meilleur, et on perd aussi à la maison la dernière fois sur une bêtise, donc là, va falloir faire attention et en plus de ça, Pierre, très mauvaise nouvelle pour le 15 de France parce que c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après si je dis pas de bêtises. Mais malheureusement, Gabin Villière, touché au visage, ne pourra pas tenir sa place, alors que c'est l'un des hommes forts de ce tournoi pour le moment. Oui, bah, oui, Gabin Villière, son absence va nous faire beaucoup de mal et je sais pas vraiment comment on va s'organiser, qui est-ce qu'on va mettre à sa place ou qui on va privilégier. Pour moi, il y a aussi peut-être une question par rapport à ce qu'on disait précédemment, par rapport à, entre guillemets, «la méforme» de Melvin Jaminet. Bon, on va pas l'accabler, mais c'est des erreurs qui sont, pour moi, des erreurs de jeunesse, hein, de manque d'expérience, On le rappelle qu'il manque a de que 8 communication. sélections, hein. Voilà, et 8 sélections, bon, ça arrive, hein, on va pas il fait un très bon match malgré tout. Il marque, la plupart de ses points, je crois qu'il en rate qu'une seule. C'est ça. Heu, il est fautif aussi sur son essai où, à mon sens, il se bouffe un peu le surnombre. S'il lève la tête et qu'il fait la passe, il y a probablement essai de Penaud derrière. Bon, le problème, c'est qu'on a l'impression que Fabien Galtier aime pas spécialement Thomas Ramos. Et donc du coup, pour moi, le souci que j'ai, c'est que, bah, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire jouer qui que ce soit aujourd'hui à la place de Melvin Jaminet. Je sais pas ce que toi tu penses, Simon, mais on a tellement plus laissé sa chance à Thomas Ramos qu'aujourd'hui, bah, si jamais, enfin, moi, j'imagine pas la France jouer avec quelqu'un d'autre que Melvin Jaminet, ce qui est curieux quand même, hein, pour un mec qui a joué que 8 sélections en bleu. Il est presque inamovible parce qu'on le fait jamais presque sortir. Ça fait très longtemps maintenant qu'on joue avec lui, malgré tout, en termes de période, puisque Melvin Jaminet est devenu le 15 titulaire en bleu, entre guillemets, depuis la tournée d'été. Donc ça fait presque 8 mois maintenant que c'est lui le 15 officiel. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça méforme, entre guillemets, ou qu'il continue à faire des erreurs comme ça? Qui on met à sa place? Est-ce qu'on fait quand même jouer Ramos qui, on le sait, a perdu la confiance du staff et qui commence peut-être un peu à lui aussi perdre confiance en lui-même? Ce qui peut être, problématique parce qu'on va enchaîner 2 matchs capitaux. Moi, je pense qu'on a peut-être créé un problème à ce poste-là, au poste de numéro 15, par la gestion des individualités. J'ai envie de te dire que je pense, sincèrement, déjà, le jeu au pied de Melvin Jaminet, est décisif aussi dans le choix, hein, parce que, on le rappelle, alors il y a cette tournée, où des joueurs ne pouvaient pas se rendre, en Australie, donc ça a laissé la porte ouverte à certains joueurs, dont Melvin Jaminet, qui n'aurait sinon jamais connu l'équipe de France a priori, pas aussi vite en tout cas. Donc le jeu au pied est évidemment important. Je pense qu'on a voulu aussi laisser Romain Tamac, tranquille dans le jeu, classique, pour pouvoir fournir des efforts, pour se concentrer là-dessus et avoir un arrière qui se dépense tout autant, mais
qui est moins au front puisqu'il voilà, bah, comme son nom l'indique, il travaille sur l'arrière de la défense. Donc, je pense que déjà c'est un choix clair d'avoir le buteur derrière. C'est idéal selon, je pense, Fabien Galtier. Il y a aussi, je pense, le profil avec l'âge. Melvin Jaminet représente le futur. On sait qu'il veut préparer des jeunes pour les avoir à maturité au mondial et dans cette logique-là, bah, Melvin Jaminet, bah, l'emporte sur Thomas Ramos. Après Thomas Ramos a pas toujours été parfait au Stade Toulousain. Il a déjà, oui, il peut être fautif des fois, il peut ne pas, il peut passer à travers de quelques matchs et peut-être que, Fabien Galtier l'a remarqué. Après, comme Hugo Mola l'a dit, c'est une période pas facile pour Thomas Ramos, mais ça va peut-être le rendre plus fort. Et je serais Melvin Jaminet, je ne penserais pas que ma place elle est acquise parce que bah, Thomas Ramos, c'est quand même un sacré client. Il y a aussi Brice Dulin, alors on l'a dit, il y a le problème de buteur, mais Brice Dulin, faut pas l'enterrer non plus. Il est quand même encore solide avec La Rochelle Ouais, et je suis pas très d'accord là-dessus, mais il a une, ouais, bah, oui, ça peut se débattre, hein, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs éléments qui peuvent dire que Jaminet, il est pas non plus, indéboulonnable selon moi. Mais aujourd'hui, il fait quand même le travail, donc c'est compliqué de le sortir. L'équipe, elle gagne avec lui. L'occupation, au pied, il a un sacré coup de pied, hein, Jaminet, donc c'est compliqué mmh. aussi de s'en passer, même si Thomas Ramos a aussi de la compétence. Si on prend, les 2 joueurs peut-être le jour à enfin, si on prend le Thomas Ramos à cet instant T et ce que sera Melvin Jaminet au même instant T avec la même expérience, surtout qu'il va sûrement rejoindre le club de Thomas Ramos, hein, Melvin Jaminet, il est annoncé au Stade Toulousain. Bah, c peut-être que, ça donnera plus que raison à Fabien Galtier. Après voilà, si demain, Jaminet il se rate, il y a aucune raison qu'il soit pas sorti. Mais c'est vrai que par rapport au jeu au pied des Irlandais, et vu le mal qu'a eu Jaminet, même si, bah, plus on est entré dans le match, plus il a été bon, peut-être qu'une rentrée de Ramos aurait été pertinente et il aurait peut-être montré une copie, qui aurait été en sa faveur, je sais pas. C'est un débat compliqué, mais c'est bien aussi la continuité et du moment où l'équipe gagne, je pense que, il faut continuer comme ça et comme l'avait fait la dernière fois Galtier quand, Jaminet s'était un peu raté là, en fin de match, face à l'Australie alors qu'on avait la victoire dans les mains. Là, il va pas le pénaliser, encore plus parce qu'il a quand même progressé et que, la victoire elle était au bout. Je pense que le débat est clos, en tout cas, enfin, à court terme. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que, Melvin Jaminet est pas parfait et ça serait terrible de lui demander de l'être, c'est ses premières sélections après tout. Mais c'est surtout que ouais, on a malgré tout, Dulin et Ramos qui ont prouvé qu'ils étaient des grands joueurs par le passé et qui pour moi sont pas forcément, en forme au point de pouvoir, déboulonner Melvin Jaminet qui comme tu l'as dit gagne, dans l'équipe et fait gagner l'équipe. C'est difficile aujourd'hui. Bon après, Ramos, je l'ai vu jouer avec Toulouse, je le trouve pas fantastique. Bah, J'ai vu il est quand même Dulin, très très solide à Toulouse, attention, hein, au pied, il mmh soulage énormément et il a fait quand même gagner quelques matchs où, Ntamack était protégé, il ne jouait pas, attention, hein. et puis surtout, c'est surtout Dulin pour moi qui me pose problème parce que le peu de matchs que j'ai vu, qu'il ait fait avec La Rochelle, je pense au match contre Biarritz notamment, dernièrement où il est là sans être là, il brille pas forcément par son talent, alors que c'est un garçon que j'appréciais beaucoup et que je trouvais vraiment très, très, très fort et qui pour moi à l'époque, justement c'était lui qui était le titulaire à son poste, pour moi, dans mon imaginaire, c'était lui qui allait passer la main à Melvin Jaminet, mais pas dans le même timing puisque pour moi Melvin Jaminet devait arriver en bleu après la coupe du monde. Bah, oui, Tout non, dans s'est la passé logique, beaucoup oui. plus vite, qu'on le pensait et donc bah, c'est un peu tout s'est bien goupillé pour Melvin, alors tant mieux pour lui et on lui souhaite, le meilleur. Mais du coup, on va avoir plusieurs questions pour pour le prochain match contre l'Écosse, puisque, beh, comme on l'a dit, Gabin Villière, fracture du sinus. Forcément ça embête, hein, pour jouer au rugby, c'est pas super Ouais, c'est pas le pratique. top, ouais.
et donc on a plusieurs possibilités pour, le remplacer à son poste. Celle qui «tient la corde» entre guillemets, c'est, le remplacement de Gaël Fickou à l'aile. C'est ce qu'on a souvent fait quand un ailier était absent, hein. Ça me paraît être Mais dans ce le cas-là, plus sûr. tu mets qui au centre? Tu fais revenir Vakatawa, tu fais C'est ça. qu'est-ce que tu C'est ce ouais? qui c'est ou Danty s'il est remis de sa blessure, hein, mais bon, Mais ça Danty, me paraît, Moefana, tu penses que ça peut jouer ensemble? C'est pas impossible, hein, je pose la question. non, pour moi, je pense que, ça peut marcher. Ça nous rappellerait un peu, bah, le format d'avoir un mec, plus costaud et un mec plus, léger et agile. Ouais. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est surtout qui est-ce qu'on met à l'aile, si on replace pas Fickou. Les possibilités qui sont exposées par le journal Rugby-Rama, c'est de positionner des mecs comme Teddy Thomas, Donovan Taofifénois du Racing et Mathys Lebel. Alors pour moi, des trois, je prendrais Lebel. Bah, Teddy oui, oui. Thomas Teddy Thomas, je l'aime pas, il me saoule. J'ai même pas envie de rentrer dans le débat tellement, Bah, c'est si pas vous la avez même, regardé les matchs des Bleus, vous savez très bien pourquoi je l'aime pas. bah, c'est frileux en défense et ça n'apporte pas autant que Gabin Villiers qui va souvent aussi, s'inviter avec ses copains de devant. C'est un peu ouais, c'est Heu, un peu l'anti après Gabin Villière pour moi, ouais. voilà, c'est ça. Après, par contre, on sait tous que et c'est pour ça qu'il a joué en équipe de France, s'il est en phase avec lui-même, qu'il a les bonnes cannes, il peut aller te planter 4 essais dans le même match, il peut survoler le match. Donc C'est mais ça, c'est un c'est pari un plus peu, risqué. ouais, C'est un un peu un pari plus Neymar, risqué. quoi. C'est pour ça Il qu'il y a un meilleur compromis à mon avis, c'est Mathys Lebel pour plusieurs raisons. Déjà, on va à l'extérieur, donc de lancer un Taofi Fenua, si je me suis pas trompé de nom, hein, c'est un peu risqué. Il découvrirait presque un peu l'environnement, c'est compliqué, c'est dangereux. Mathys Lebel, il joue au Stade Toulousain. Il est venu déjà avec le groupe France, dernièrement. Il a joué avec bon, il a fait un match moyen contre la Géorgie. Mais il a montré face au Munster, si je dis pas de bêtises, en coupe d'Europe, qu'il était capable d'être décisif pour son équipe et il côtoie quand même pas mal de joueurs de Toulouse, qui sont en équipe de France. Donc déjà rien que pour ça, ça peut être utile. Il y a aussi des joueurs qui sont partis, qu'il connaît bien. C'est peut-être le bon choix, si on décide de pas laisser Fickou glisser à l'aile. Personnellement, j'aimerais bien laisser quand même Gaël Fickou au centre, il est précieux. C'est le capitaine de la défense, de l'avoir un peu plus au cœur du jeu, c'est quand même, je trouve, plus utile. À voir ce qu'il faut faire. J'ai envie de te dire, tu peux mettre n'importe quel homme. Le but, c'est que le collectif parce que la victoire contre l'Irlande, c'est une victoire collective. Il faut le même collectif que contre l'Irlande avec des erreurs, flagrantes, qui disparaissent et tu peux mettre n'importe qui si les consignes sont respectées et que l'équipe, avance et défend ensemble, on n'a pas de risque de décevoir. On peut partir avec toutes les clés en main, pour aller chercher la troisième victoire de suite, dans le tournoi et Oui, d'ailleurs, oui, je suis d'accord, hein. on l'a dit, les Gallois ont battu les Écossais, donc on va avoir des Écossais remontés comme des pendules. Pierre, toi que moi j'avoue avoir vu le match en différé, toi qui as vu le match en direct, tu as quand même senti des Écossais qui étaient quand même, qui étaient plus que bons et qui ont pas forcément été récompensés, de leurs efforts? Oui, bah, après, on sait tous que c'est très difficile d'aller chercher le pays de Galles, chez lui, hein, malgré tout, même si, c'est vrai qu'ils sont en méforme pour moi depuis quelque temps et surtout dans ce tournoi. Les Écossais ont fait une très bonne première mi-temps, pas forcément récompensés non plus, au niveau du score, hein, à mon sens, puisque les Gallois ont très vite recollé et après bon, ça s'est joué à 3 points. Le Pays de Galles qui arrive encore à faire un match, avec une victoire, un peu à contresens, à mon sens, de leur niveau. Ils Ah, surperforment clairement. inespéré, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. J'ai plus peur du coup du match contre l'Écosse chez eux que du Pays de Galles en soi, puisque, même si je sais qu'on peut vriller facilement contre cette équipe, du Pays de Galles, j'ai vraiment peur du match qu'on va faire contre l'Écosse et de savoir si cette équipe-là va enfin, assumer son rôle et essayer d'aller chercher la victoire contre nous, ou s'ils vont rester un peu dans leur coquille et qu'on va pas les tuer dans l'œuf.
ça va être vraiment le match le plus important pour moi de cette saison presque, hein, en bleu. Parce que, je pense que le Pays de Galles, s'ils jouent comme les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, j'ai peu de doutes sur le fait qu'on devrait pouvoir aller les cueillir. Les Écossais, ça risque d'être plus compliqué, mais après tout, hein, c'est toujours plus facile de cueillir des poireaux que de cueillir du chardon, hein. Bah, j'ai envie de dire, je pense que contrairement à l'Irlande, même si évidemment il faudra être bon dans ce domaine, la bataille des avances sera un peu moins primordiale. Même si elle l'est toujours dans un match, mais ça sera pas au même point que face à l'Irlande. Par contre, on va avoir du mal à faire la même chose que face à l'Irlande, c'est-à-dire qu'on a laissé la possession à l'Irlande, qui avait 53 de possession, pour 47 pour les hommes de Galtier. Néanmoins, on avait l'occupation du terrain, on avait 51 d'occupation. Donc on a laissé le ballon aux Irlandais, mais on les a quand même bien confinés, c'est le cas de le dire en ce moment, depuis quelque temps. On les a bien confinés dans leur camp, ce qui est quand même quand tu fais ça, tu te mets quand même un bon pied dans la victoire. Face à l'Écosse, je pense que ça va être plus compliqué. Il y a un Stuart Hogg qui veille derrière sur les jeux au pied, qui est très précis, qui franchit. Finn Russell dicte très bien le jeu aussi derrière. C'est-à-dire que les Écossais, même s'ils ont des monstres devant également, ils ont vraiment retrouvé, un niveau, c'est peut-être la meilleure équipe, écossaise depuis plus de 20 ans, probablement depuis 99 et le dernier titre, du 15 du Chardon dans le tournoi, mais juste avant l'arrivée de l'Italie. Mais ouais, ouais, il va falloir être bon, dans le jeu au pied, il va falloir être plus précis, il va falloir éviter de se faire contrer comme Dupont, comme Ntamak aussi qui a été contré. Jaminet, va pas falloir qu'il manque ses coups de pied, il faudra être attentif sur les renvois. Leurs ailiers, j'avoue que j'ai plus le nom en tête de l'ailier, mais il y en a un, il est en feu côté écossais, donc un gros combat arrive. Néanmoins, et ce sera mon pronostic, Pierre, je vois une victoire française. On va enfin battre l'Écosse dans l'ère Galtier, parce que c'est un peu la bête noire, hein, depuis quelques années. Je vois une victoire, mais courte et moche. Vraiment un match pénible où encore une fois, on va perdre en espérance de vie en regardant la fin du match. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur ce match. Après, je pense que sur l'ascendant psychologique, on arrivera mieux à gérer le score si c'est nous qui le prenons que les Écossais. Parce que je pense que malgré tout, on arrive maintenant à savoir gagner et c'est presque plus important, dans ce genre de match-là, savoir clore le score, savoir le tenir et savoir éteindre l'adversaire, même si on n'a pas forcément su le faire, au bon moment contre les Irlandais. Je pense que si on arrive à mettre, autant d'impact contre l'Écosse, ils peuvent exploser plus facilement, à mon sens. Après, attention, à l'équipe d'Écosse. Ça va être un match qui peut être très compliqué et qui peut très vite tourner, bon, en fonction des circonstances, de choses qui peuvent arriver sur le terrain, d'événements, de Bah, des fautes cartons bêtes, rouges, hein, comme on en a des vécu. cartons, de la pluie. D'un gros ascendant peut-être en mêlée des Écossais. Bon, on peut faire des hypothèses, sur tout ce qui pourrait arriver, mais oui, pour moi, je suis en dépit du résultat, et de la défaite des Écossais, c'est vraiment ce match-là qui me fait peur plus que l'autre. Bah, c'est vraiment le match charnière à différents, motifs. Charnière parce que pour le moment, on a buté, hein, sur les Écossais plusieurs fois, depuis qu'on est sur ce nouveau mandat, de sélectionneur, et aussi parce que, c'est le match à l'extérieur qui, pour le moment, a un peu toujours plombé nos espoirs de victoire, et on est au troisième match. Si on gagne en Écosse, on est assuré d'en avoir 3. Donc ça veut dire que tu vas jouer au pire l'Angleterre pour une quatrième victoire. 4 victoires, ça peut te permettre de gagner le tournoi. Très souvent, à 4 victoires, tu remportes le tournoi. Donc une victoire en Écosse, parce que beaucoup ont parlé de finale face à l'Irlande et tout, parce que c'était soi-disant les 2 meilleures équipes du moment. C'est trop tôt. Évidemment que c'était un match super important parce que, tu prenais l'ascendant sur l'autre, grosse, forme du moment. Mais voilà, tu as fait que 2 matchs. Là, si tu t'assures un troisième succès, d'affilée,
tu vas au Pays de Galles pour aller en chercher un 4e et si tu perds, tu joues la finale du tournoi plus ou moins face à l'Angleterre, que ce soit à distance contre l'Irlande ou une autre nation, ou comme le Pays de Galles, ou que ce soit face aux mêmes enfin, que ce soit un face à face dans le match face aux Anglais où le vainqueur va chercher le titre. Donc, il est ultra important, mais c'est aussi ce qui me donne confiance. C'est-à-dire que je pense que les joueurs vont avoir conscience qu'ils se sont ratés plusieurs fois à l'extérieur ou face à l'Écosse en général, et que ce match-là, il te met dans une autre dimension si jamais tu le remportes. Je pense que c'est le bon moment et qu'ils vont répondre présent malgré tout. Et même si ça va être, j'en suis certain, je vois un match difficile, je vois un match où, contrairement à l'Irlande, où on a quand même eu un super spectacle, le match il a eu lieu à 15 contre 15 pendant 80 minutes. Là, j'ai peur que quand même d'un côté ou de l'autre, il y ait des sorties, que ça puisse avoir un impact différent sur le match et qu'il soit un peu plus tendu. Déjà que l'Irlande s'était tendue, là on va avoir un match, je pense, encore plus dantesque. Ouais, les médias me saoulent un peu sur leur façon d'aborder les rencontres du tournoi destination. Parler de finale, comme tu le dis, pour le deuxième match, bon, je vois pas l'intérêt à part vendre du papier personnellement, hein. Surtout que quand on sait que l'an dernier on fait pareil, hein. En soi, on gagne le premier match contre l'Italie sans problème. On se défait de l'Irlande de manière plus compliquée, hein. C'était bon, après c'était là-bas, hein, forcément c'est plus difficile, mais il faut pas oublier qu'après, bah, on n'arrive pas à gagner contre, l'Angleterre et on perd contre les Anglais et on gagne raccro contre le Pays de Galles Sur une et ben interception qui change tout, oui. et on laisse filer le tournoi à destination. Ouais, voilà, il faudrait enfin, je comprends pas qu'avec le passif qu'on a sur les 2 dernières années, sur le fait de faire des cagades comme ça pour, ne pas réussir à le gagner, on arrive encore à parler de finale au second match. Bon, franchement, les médias servent pas forcément les Bleus à ce sens-là et il va falloir rester très sérieux encore, dans les 2 prochains matchs puisque, on n'est pas à l'abri non plus de perdre les 2 prochains matchs à l'extérieur et de se retrouver, avec un match, avec un crunch pour du beurre, contre l'Angleterre, le 19 mars à 21 h au Stade de France où, bah, on jouerait rien du tout et où les Anglais viendraient peut-être pour faire quelque chose, hein, parce que bon, les Anglais, ils ont, pour l'instant, les Anglais ont perdu un match, mais bon, ils en ont aussi gagné un. Ils ont pris, le bonus sur les 2 matchs. Ils sont que à 3 points derrière nous, hein. Ben justement, on va Le terminer tournoi, c'est long, l'émission. hein. C'est pas exactement enfin, c'est pour ça, ça me gave, de parler vraiment de finale ou quoi, parce que, bah, pour l'instant, même les équipes qui ont perdu des matchs, tout le monde peut y arriver, hein, encore, quasiment. Eh ben Aller gagner écoute, ce tournoi, c'est pas joué, quoi, hein. pour cela, j'invite le président de la Fédération française de rugby, avant d'éventuellement aller en prison, de proposer à ces hommes de n'écouter que la gonfle pendant le tournoi et que ce soit leur seule source entre guillemets «médiatique» sur leur propre performance. Mais on va finir sur, voilà, le petit mot, l'Angleterre, ouais, voilà, faut pas l'oublier. Même si elle a pas été très convaincante, hein, elle fait quand même un match, sérieux où elle inflige un score de match forfait, hein, faut savoir 33-0 normalement. C'est ce qu'on prend quand on déclare forfait, si je dis pas de bêtises, Pierre? C'est 28-0. Ah oui, c'est 28-0, c'est pas 33. Je savais que j'étais en Non, train de dire une bêtise. ouais, c'est Mais 28, bon, ouais. bah, c'est quasiment un score, c'est plus qu'un score forfait ou c'est vrai que oui, oui, c'est 28. Mais ouais, l'Italie qui a complètement explosé physiquement, hein. Je pense que le match contre la France les a déjà mis en dedans, alors qu'en début de match, ils ont eu quelques occasions parce que très sincèrement, j'ai trouvé des Anglais, approximatifs au possible. Il y a Marcus Smith qui a entre guillemets «surnagé», qui a fait un bon match et encore je trouve que on est bien gentil avec lui parce que c'est une nouveauté, que c'est sympa de voir une nouvelle tête, à un poste clé. Mais j'ai pas vu des Anglais très convaincants et pourtant ils ont roulé sur une Italie qui est déjà en perdition physique, ils ont fait des erreurs, qui sont clairement des erreurs de manque de lucidité et c'est voilà, le constat est terrible. Les Italiens, ils peuvent pas faire 5 matchs, à haut niveau dans le tournoi. Ils doivent se concentrer sur deux trois possibilités, selon comment le début de match tourne. Heu, mais voilà, les Anglais C'est se trop sont dur, relancés, mais les Anglais n'ont pas rassuré, je trouve, Pierre. Qu'est-ce que tu en penses?
Oh bah, oui, les Anglais ont pas rassuré, mais on sait qu'ils sont très, très forts justement les Anglais pour aller chercher les points là où ils sont à prendre et bah, ils ont pas alors bon, c'est vrai que le match contre l'Écosse, comme on l'a dit la semaine dernière, il se joue sur des circonstances et le point de bonus est plus que mérité pour les Anglais. Le point de bonus emporté contre l'Italie, c'est le tarif normal, hein. Pour moi, l'Italie va vraiment subir encore cette année, hein. Les Anglais, attention, parce que franchement, on les déteste. C'est un peu ce méchant dans les films qui ressort, de nulle part à la fin du film et qui vient, botter les fesses un peu du personnage principal. Pour moi, il faut se méfier, c'est toujours possible. Alors, ça va être capital aussi pour eux puisqu'ils reçoivent le Pays de Galles, sur la prochaine journée avant Et de l'Irlande recevoir derrière, hein, l'Irlande. ils reçoivent 2 Avant fois, de hein. bon voilà, hein, le tournoi destination, c'est toutes les semaines une finale, hein, un peu pour moi, à part, quand on va en Italie évidemment. Ouais, ça les 2 prochaines journées vont être déterminantes avant la dernière hypothétique où, il y aura, entre guillemets «la vraie finale». Je vois pas forcément le Pays de Galles aller faire quelque chose. Par contre, ça sera capital, le match Irlande-Angleterre, à l'avant-dernière journée. Ça pourrait être la vraie finale, peut-être entre guillemets du tournoi destination si la France, venait à faire un faux pas, ce que je ne souhaite pas évidemment, mais ce qu'il faut ne toujours pas écarter, hein, parce que c'est pas ça va pas être 2 matchs simples et ils sont loin d'être gagnés d'avance. Donc on va attendre et voir comme, dit le célèbre, dicton, anglais. Wait and see et puis on en reparlera, lors des prochains débriefs de la gonfle. C'est ça, c'est-à-dire que les Anglais, on va les suivre de très près parce que leurs 2 matchs vont complètement dessiner pour le coup, le tournoi, pour au moins un prétendant. On verra qui de l'Irlande, de l'Angleterre et du Pays de Galles pourra se dresser comme l'un des potentiels vainqueurs, à minima, jusqu'à la quatrième journée, on verra bien. Mais oui, l'Angleterre va avoir un espèce de rôle d'arbitre, tout en se comptant dans Trouble le fête un peu, hein. tout en se comptant un peu dans le jeu, de qui va gagner le tournoi. Et on vous invite du coup à nous suivre sur les prochaines émissions et comme vient de vous le dire Pierre. Pierre, je pense qu'on a fait un joli tour de cette deuxième journée du tournoi et notamment de France-Irlande. Merci d'être venu. Bah, de rien, avec plaisir toujours, hein. On se régale de pouvoir parler parce que bon, à défaut de pouvoir jouer réellement au rugby, on préfère en parler, c'est toujours, moins risqué, hein. Ah, c'est sûr que c'est plus à l'aise derrière un micro que quand il fait, 3 degrés sur un terrain, qui ressemble Ah, plus ben à un champ ça, de patates qu'à un stade de je pense rugby. à mon copain qui joue en Île-de-France, en Ligue Honneur, qui doit pas forcément se régaler tous les jours. C'est Florent, hein, c'est ça? On pense à toi Florent qui nous écoute, souvent sur la gonfle. On l'embrasse, on embrasse aussi, notre, auditeur premium, comme on aime le surnommer, Vincent, qui a fêté récemment son anniversaire et on souhaitait lui souhaiter publiquement, un joyeux anniversaire, même si c'était, à l'occasion du match contre l'Irlande. Ben écoutez, messieurs, ou mesdemoiselles ou mesdames, si vous nous suivez également, ce serait un grand plaisir, même si les chiffres m'ont montré que c'est plus un public masculin. On vous remercie, n'hésitez pas. Alors j'ai vu que YouTube a supprimé les sondages, donc malheureusement les sondages ne sont pas sur YouTube. Peut-être on les mettra dans l'onglet communauté. Si vous êtes à si vous venez nous écouter sur YouTube et vous êtes nombreux de plus en plus sur YouTube, on vous remercie. Sinon sur Spotify, toujours en dessous de la lecture, vous pouvez répondre à la question qui sera: quel sera le résultat de la France en Écosse? En attendant, on vous invite à regarder du sport, à faire du sport, à vibrer de toutes les manières possibles le sport, mais surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, ciao.